M. Sauvé. Merci d'être là. Ça a pris quelques minutes de plus. Je prenais connaissance du budget qui a été déposé cet après-midi. On pourra peut-être vous en reparler un petit peu tout à l'heure. Il y a une bonne nouvelle, le milliard qui avait été consacré, mentionné pour le développement, pour le maintien des actifs par l'ancien gouvernement a été maintenu. Donc, c'est une bonne nouvelle compte tenu des besoins qu'on a. Et il y a cependant une moins bonne nouvelle pour ce qui est du transport adapté. Les sommes qui avaient été prévues ne sont pas reconduites. Alors, il va falloir évaluer ce que ça a comme impact sur notre capacité de financer adéquatement le transport adapté. On pourra vous revenir quand on aura fait une analyse un peu plus pointue de ça. Maintenant, je vais vous parler des nouvelles, comme on le fait d'habitude, du dernier mois. Après, je vous ferai ça après vous avoir présenté, évidemment, les gens qui m'accompagnent, ceux que j'étais en train d'oublier. M. Marvin Rotran, que vous connaissez, vice-président du Conseil, qui est conseiller de ville à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Bonsoir. À ses côtés, Claudia Lacroix-Perron. Bonsoir, représentante des clientes du transport et des clients et des clientes du transport collectif. Marie Plourde, conseillère d'arrondissement du district Myland. Il y a aussi Mme Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive aux affaires juridiques. Bonsoir, Sylvie. À mes côtés, Carl Desrosiers, directeur général. Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Bonsoir. Francesco Miele, conseiller de ville du district Côte-de-Liesse et leader de la majorité au conseil municipal. À ses côtés, M. Ed Janisewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux. Et Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun. Et à ses côtés, Marie Turcotte, qui est représentante des clients du transport collectif. M. Pierre Gagné, maire de l'arrondissement Antique-Cartierville, a passé la journée avec nous à étudier les dossiers, mais ne pouvait pas être ici ce soir pour l'Assemblée publique du conseil d'arrondissement, parce que vous savez qu'avant d'être ici devant vous, on passe la journée ensemble à étudier les dossiers, à discuter des dossiers qu'on adopte ce soir et aussi des dossiers pertinents pour la STM. Donc, au cours du dernier mois, il s'est passé beaucoup de choses, notamment la semaine dernière, en compagnie de M. Rotran, entre autres. Nous avons annoncé fièrement la mise en service de la voie réservée pour bus et taxis sur la rue Sherbrooke-Ouest. M. Rotran l'a pris ce matin. Il m'a dit qu'il avait l'impression d'être en jet au-dessus de la rue Sherbrooke parce que ça circulait très bien. C'est pour le moment, en tout cas, un très bon succès. Puis d'autres voies réservées et mesures préférentielles pour bus vont suivre là, au cours des prochaines semaines. On vous en tiendra au courant. On a également organisé des navettes gratuites dans le cadre de la journée des musées montréalais qui s'est déroulée le 25 mai. On le fait depuis le début de l'événement en 87. Ça s'est très bien passé également. Et on le refera avec plaisir lors de la prochaine édition. Je vous parle maintenant du passeport mobilité, qui est un produit que vous pouvez obtenir et avoir plus de détails là, en vous rendant sur le site Internet passeportmobilité.com. C'est lancé par les promoteurs immobiliers et ça vise les nouveaux acheteurs de propriétés. Alors, ça implique des tarifs réduits pour Voyager Futé, la STM, Communauto, Bixi. Donc, si vous voulez des détails de ça, vous irez à passeportmobilité.com. Je vous parle aussi d'un prix qu'on a reçu, le site Internet mobile de la STM, que vous pouvez consulter évidemment via vos téléphones intelligents si vous en avez, a été récompensé par un prix Numix. Alors, je veux féliciter tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette plateforme mobile. Ceux qui prennent le métro à Guy-Concordia ont probablement constaté la fermeture temporaire de l'édicule Guy. Ce sera fermé du 20 mai au 24 août. C'est une assez longue période, mais il y a des travaux de réfection importants qu'il faut faire. Ça signifie donc que les clients vont pouvoir accéder à la station par l'édicule Saint-Mathieu, qui est à l'intersection de Saint-Mathieu et du boulevard de Maisonneuve. Ça va permettre à la STM de faire des travaux de réfection de la dalle de béton, des escaliers fixes et de l'éclairage. Et on va en profiter aussi pour retoucher les finis muraux et les planchers. On ne va pas juste les retoucher, on va les remplacer. Alors, quand ça rouvrira, on aura un souffle de nouvelle vie à la station Guy-Concordia. Je souligne également le départ à la retraite de la première femme qui a été chauffeuse de la STM. Elle a pris sa retraite après 37 ans de service, Mme Francine Maltais, qui a fait son entrée dans l'entreprise en 1997. Ça s'appelait la Société la CTCUM à l'époque, la Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur tous les ponts
depuis cette époque-là. Eh bien, mes félicitations à Mme Maltais qui a fait une belle carrière et on lui souhaite évidemment en 1977. J'ai dit 97, hein? 77. 1977. Donc, on lui souhaite une excellente retraite après 37 ans de service. Oui, oui, on peut l'applaudir. Félicitations. Comme elle est à la retraite, elle n'est pas avec nous ce soir, mais si elle y est par la voie de l'Internet, on la salue. Et je termine un petit mot sur la mission en Europe du maire Coder, à laquelle j'ai pu participer. Ça a été une occasion pour le maire et pour moi de rencontrer des gens de différentes sociétés de transport, de différentes sociétés organisatrices, autorités organisatrices de transport également, pour alimenter la réflexion sur la gouvernance et sur différentes méthodes de financer le transport collectif. Donc, la réflexion se poursuit, mais ça a été une belle occasion d'échanger avec des gens, des spécialistes du transport collectif là-bas, pour constater que les problèmes des sociétés de transport sont les mêmes qu'on se trouve en Europe, qu'on se trouve ici. On a tous les mêmes réalités. Seules les solutions, on peut s'inspirer des solutions des autres peut-être pour faciliter la vie des clients du transport collectif ici. Alors voilà, ça fait le tour des activités du dernier mois. Est-ce que... Le transport adapté m'a laissé à 5h34. Bon, alors, je vous ajoute. Puis Jean-Yves Gagné. Vous voulez nous parler? Oui, d'accord. Alors, vous serez le 8e. C'est donc le temps de passer à la période de questions. J'invite M. Daniel Gaucher. Bonsoir. On va juste baisser le micro, si vous permettez, pour qu'on vous entende partout. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que vous dites que vous travaillez pour améliorer le système, alors qu'au lieu de l'améliorer, vous avez réussi à nous enlever 25 % d'accès aux handicapés pour les autobus ordinaires. Depuis que vous avez mis la nouvelle palette qui ouvre là, devant le chauffeur, elle est tellement longue qu'il y a 25 % d'arrêt qu'on ne peut pas utiliser à cause de ça, parce que lorsqu'il rouvre la palette, le trottoir est étroit, puis il y a une bâtisse ou une haie ou quelque chose qui fait qu'on n'a pas aucun accès pour prendre l'autobus. Il y a à peu près 25 % d'arrêt qu'on ne peut pas utiliser grâce à ça. Bien, écoutez, le chiffre de 25 % là, peut-être qu'il reste à vérifier à la grandeur du service, là, mais peut-être M. Desrosiers ou... Oui, monsieur... J'aimerais peut-être que vous donniez à Marc, dans le coin là-bas, il revoit après la rencontre quel arrêt vous parlez. Mais essentiellement, pourquoi on a pris les rampes avant, c'est que les rampes arrière ne sont pas fiables. Vraiment pas fiables. Je suis d'accord avec ça. Je vais terminer mon point. C'est que les rampes avant, le design vient comme ça, la construction. On a fait le tour de l'Amérique pour voir qu'est-ce qui était le plus fiable pour qu'il fonctionne. Et c'est ce qu'on a trouvé. Évidemment, il y a toujours une question de compromis d'un endroit ou l'autre, mais l'ancien modèle était invivable et celui dont on disposait, c'est lui. Fait que, on n'a pas vraiment le choix par rapport à ça. C'est pas nous qui concevons l'autobus. Bien, c'est vous autres qui les achètent. C'est oui, vous mais... autres qui décident des plans, si ça fait votre affaire ou pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Bien, il y a quelqu'un qui prend la décision à savoir si ça, c'est adéquat ou ça ne l'est pas. En fait, c'est que le modèle que vous expliquez n'existe pas. Fait que ce qu'on a, nous, on regarde les modèles... Ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a regardé les modèles qui existaient. On a été voir les autres exploitants à l'époque, même avec des clients et avec des chauffeurs, pour voir qu'est-ce qui fonctionnait bien ailleurs. Et ce qui fonctionnait bien ailleurs, c'est ça. On n'a pas vu d'autres modèles qui règlent tous les problèmes au complet. Mais ce que je vous invite à faire, c'est communiquer avec les gens de... Quand vous aviez la rampe arrière, la longueur de la rampe était parfaite. Mais c'est pas le même design. Ça ne fonctionnait pas à tous les coups. C'est pas le même design. C'est souvent défectueux, je vous l'accorde. Même qu'il y a encore de ces vieilles autobus-là qui roulent à certaines heures de pointe et que 99 % du temps, ils ne fonctionnent pas. On a beau aviser les superviseurs, dire vous devriez au moins les vérifier avant de les mettre sur la route pour qu'on puisse les utiliser. J'ai vu, moi, attendre 3 autobus qui passent devant moi que je n'ai pas pu apprendre parce que la rampe ne fonctionnait pas. C'est pour ça qu'on prend les rampes avant. Bien, je veux bien croire, mais alors arrêtez de servir des vieux autobus ou faites-les vérifier avant de les mettre sur la route. Le problème qu'on a, c'est que tellement... Comment que c'est désagréable pour nous autres d'attendre 3 autobus? Marie veut ajouter quelque chose? Oui. Sur les planibus, là, quand vous allez voir l'horaire, le planifié,
les heures qui sont en gras, ça veut dire que c'est un autobus avec rampe avant. Vous pouvez même appeler à autobus, dire c'est quelle ligne que vous allez prendre, quelle ligne d'autobus, quelle journée, quelle direction. Puis bon, eux aussi le savent, quelles sont les heures d'autobus avec la rampe avant. L'autre affaire, je voulais aussi vous apporter comme point d'information, la rampe, elle est un peu plus longue, effectivement, mais ça fait en sorte que l'inclinaison de la rampe est plus douce et ça facilite grandement l'accès pour les gens en fauteuil roulant manuel. Ça demande moins d'efforts physiquement. De toute façon, l'autobus peut se baisser. Bon. Oui, mais même à ça, parce qu'il y a des fois, le trottoir, vous savez, Montréal est très créatif. Les trottoirs ne sont pas tous à la même hauteur. Il y a des fois, la rampe tombe aussi dans une entrée charretière. Ça fait que la rampe, dans ces conditions-là, l'inclinaison est plus facile à prendre quand tu es en fauteuil manuel. Alors, si la rampe aurait juste la moitié de la longueur qu'elle a, on aurait 25 plus d'accès. Bon, écoutez, je pense qu'on peut passer vous avez une deuxième question. Là, on vous a demandé de parler à M. Bélanger, qui est là pour lui indiquer, M. Bélanger, qui va lever la main. Oui. Les endroits dont vous parlez, là, pour voir spécifiquement. L'autre problème, c'est que vous forcez les handicapés à s'asseoir de reculons dans les autobus standards. Je trouve pas ça intelligent parce que le coussin est devant nous. Alors, pour qu'il nous protège, il faut qu'on soit assis de face et non pas de reculons. Parce que s'il y a un accident, il y a toujours un contre-choc. Alors, le contre-choc, c'est que là, la chaise, elle, profite du coussin, mais nous autres, on bondit sur le poteau de fer qui est devant nous autres. Y a-t-il moyen de s'asseoir de face, comme tous les autres passagers, qui nous permet de voir où ce qu'on va aussi en même temps? Marc? Pour l'économie intérieure du véhicule, il y avait plusieurs tests qui avaient été menés à cet effet-là. Mais je vais vérifier avec vous, monsieur, exactement c'est quoi votre besoin par rapport à ça. Puis je vais vous parler aussi après de votre accessibilité d'arrêt. D'accord. Maintenant, pour ce qui est du transport adapté. Ça va faire 3 questions. Là. J'en laisse une troisième, mais allez-y. Oui. Transport adapté. Moi, mon médecin m'appelle. Daniel, tu es prête? On t'hospitalise tout de suite, viens-t'en. J'appelle mon transport adapté. On refuse, il faut booker 24 heures à l'avance. Donc, si j'ai une urgence pour me rendre à l'hôpital, c'est impossible. Parce que si j'appelle l'ambulance ne peut pas embarquer mon fauteuil, puis les pompiers non plus. Fait que je me ramasse, si je prends l'ambulance, à l'hôpital avec aucun fauteuil, aucun moyen de me déplacer. Y a-t-il moyen d'établir un système d'urgence en cas d'hospitalisation avec le transport adapté? Je vais laisser M. Gagnon du transport adapté vous expliquer la situation. Oui, bonjour, Mario Gagnon, directeur du transport adapté. Effectivement, le transport adapté, c'est un transport collectif, planifié d'avance, 24 heures d'avance, vous avez raison. Donc, on ne peut pas offrir ce service-là. Cependant, le milieu associatif et la Ville de Montréal, la Ville de Montréal, je ne sais pas si elle avait contribué, mais le milieu associatif, il y a 2-3 ans, avait participé avec le BTM, le bureau de taxi, pour partir un service d'urgence par taxi adapté, et on appelle ça SOS Taxi. Alors, ce n'est pas géré par le transport adapté, mais c'est géré par le privé, le taxi privé, pour ce genre de service-là. Donc, on paye une fortune? Le transport adapté, malheureusement, n'offre pas le service que vous demandez. Parce qu'on est en planifié et collectif. On n'en fait pas de taxi individuel. On a beaucoup d'handicapés qui, souvent, les médecins nous appellent pour entrer d'urgence à l'hôpital. J'ai dû partir de P9 et Ontario avec mon fauteuil. Monsieur... par la piste cyclable pour me rendre à l'hôpital Saint-Luc pour me faire opérer d'urgence pour le cœur. Je suis désolé, mais ce n'est pas le service qu'on offre. Je vous remercie, M. Gaucher. M. Gérald Briand. Bonsoir. Alors, je viens pour l'autobus 86. Je reviens 4 fois. Depuis 1 an et demi, j'attends une réponse pour l'autobus 86. Comme vous saviez, je vous l'ai dit d'ailleurs, lorsque je suis venu ici, elle est aux 40 minutes. Alors, ça fait au moins 3 mois que je suis venu ici. Vous parlez de la situation. Vous m'avez dit que ça va prendre 60 jours, vous m'avez dit. Et présentement, il n'y a rien. Il ne se passe absolument rien. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai absolument rien reçu. Et des gens pour l'attendre, il y en a jusque-là. Le vote 86.
Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va arriver avec ce qu'on nous a demandé. Les aviez- citoyennes et les citoyens de Bartram. L'autobus, c'est 86, c'est toujours 40 minutes. Les gens de Bartram, il y en a plein de casses. Monsieur Rotran? Oui, Naturellement, vous savez bien, vous avez donné, excusez-moi de rétablir votre parole, vous avez donné l'avenir de l'Est pour vous montrer que les gens ils étaient en colère contre vous. Monsieur Briand, Un instant, je n'ai pas terminé, excusez-moi. premièrement, je vais vous donner les apologies de l'STM si personne n'a pas vous contacté. Parce que j'étais sous l'impression que votre question était traitée. J'ai eu des échanges avec les gens de la division autobus. On a envoyé des chefs d'opération pour le voir. On a constaté les choses et on n'a pas trouvé des exemples où il y a des autobus qui n'ont pas respecté l'échéancier qui était jusqu'à 10 à 15 minutes en retard. Ce que vous avez dit en mois de février est que l'échéancier, l'intervalle entre les autobus était 40 minutes et plus. Et je fais ça de mémoire. Vous avez même dit que c'est de temps en temps 45 minutes. Oui, vous certainement, monsieur. avez dit. À cause des voies ferrées qu'il y a à Montréal-Est. Le cédule qui est posté sur le site de web, qui commence dans la direction ouest, proche de vous, à 5h12 le matin jusqu'à 1h25 le soir, à un intervalle maximal de 30 minutes. Mais pendant la journée, il y a des autobus qui sont à 26 minutes, intervalle 27 minutes, 26 minutes, 26, 28, comme ça. Ça peut arriver qu'il y a des bouchons, mais nous n'avons pas les constatés. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un du réseau d'autobus qui est ici, qui a travaillé sur le dossier de M. Briand. Sinon, je vais assurer demain que quelqu'un vous contacte par téléphone. J'ai pensé une lettre a été envoyée, mais au moins, on va vous contacter. Mais je termine disant, M. Briand, que nous avons le vérifié et nous n'avons pas remarqué les faits. Vous revenez donc, j'imagine, vous avez encore subi la même chose que vous voulez constater, que les autobus étaient entre 10 et 17 minutes en retard sur une base régulière. J'ai dit l'autobus 86 est seulement aux 40 minutes. Et quand on est en retard, est aux 45 minutes. Et qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ça m'a surpris. Dans Hochelaga-Maisonneuve, Ontario aussi, 30 minutes. OK. On a vos coordonnées. OK. Puis, comme M. Rotran l'a dit, on va entrer en communication avec vous pour vous donner, pour entendre ce que vous avez à dire, prendre en note les arrêts, les heures auxquelles vous l'attendez. J'imagine que vous ne attendez pas. Non, je viens ici, puis tous les gens. Là, Oui, je sais que vous venez ici. Je sais que si vous venez ici pour on nous vient dire, surtout c'est pour que les vous dames qui constatez, attendent là. 40 minutes. J'en ai vu une, là, ça faisait 20 minutes qu'elle attendait. Je suis un gars comme ça. Ben alors, écoutez, Elle avait extrêmement peur. on va entrer en communication avec vous. On va prendre en note les heures Ouais, précises dont vous parlez. Bon, on va vous revenir. Mais Ça fait j'aimerais quand même vous un an rassurer- et demi que je viens ici pour le problème de la 86. J'aimerais Il n'y a vous pas juste moi qui rassurer se qu'il plaint. était... Il y a des hommes d'affaires qui sont en pétard aussi comme vous autres. Excusez-moi, là, Bon. mais ils ne sont pas de bonne humeur, en tout cas. Ben, La 86 doit être revue. Ça, c'est... OK. Même les chauffeurs Mais- d'autobus, mais- excusez, il y a deux même les questions chauffeurs différentes. d'autobus se plaignent de la 86. Soulève une différente question maintenant, ou vos questions sur le trajet complètement différentes sur le respect Non, de j'ai cette toujours vie. dit pour le temps de la 86. Je n'ai pas demandé pour moi le trajet. Moi, je peux attendre, ça ne me dérange pas d'attendre. Regardez, ce qu'on va Je faire, parle, on va... je parle des femmes et des vieillards qui attendent. Même les jeunes, ils étaient jugés comme tout pour attendre la 86. Moi, je m'en sers que je peux marcher. Mais on va Excusez-moi, entrer je suis d'accord, je comprends votre point Et de en vue. plus, je ça fait comprends. un an et demi que je viens ici. Je suis venu ici avec une représentante syndicale qui a perdu son emploi à cause de la 86. Bon. Moi, je suis venu 4 fois. Et dans Boîte-à-Mal, il n'y a rien. Absolument rien pour dire à mes gens de Paltram qu'est-ce qui est arrivé avec la 86. Écoutez, on Il va... n'y a rien. Comme je dis, on va Il vous vient de me voir, rappeler. il me rencontre, il dit qu'est-ce qui arrive. Je J'ai vais rien, demander j'attends. qu'on me donne aussi l'explication qu'on vous aura donnée, là, pour qu'on en ait le cœur net. On est tout cas, certain. on va être certain On va venir que le mois on a prochain, tous- je reviendrai vous dire, on vous a féliciter ou Ouais. vous emmerder. Merci, Écoutez, M. j'espère que vous Briand. allez revenir nous féliciter. Merci. Féliciter, j'espère. Bonsoir, M. Briand. M. Gilbert Bauer, maintenant. Oui, bonsoir, Monsieur le Président, bonsoir, messieurs, dames. Oui, j'ai deux petits points à soulever ce soir. Là. Bon, j'ai remarqué depuis plusieurs mois maintenant, depuis qu'on a installé des grilles d'aération dans les stations de métro, là, il y a énormément de courant d'air, que ça vienne d'en haut des entrées lorsqu'ils ouvrent les portes en grande et puis les bloquent les portes, puis aussi sur les quais. Là, il y a énormément de courant d'air et
ça m'a rendu un peu malade cette année-là. J'ai un rhume qui ne veut pas partir. Alors, je voulais savoir, je comprends qu'il faut ventiler les stations de métro, mais est-ce que les courants d'air, est-ce que c'est si sain que ça, là? Voyez-vous, les courants d'air qu'on nous crée, là, avec les grilles et tout ça, avec les portes qu'on ouvre. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de ça. Monsieur Desrosiers pourra vous parler de l'effet piston, notamment. Il y a peut-être d'autres façons, des moyens plus à réduire un peu les courants d'air, je ne sais pas, là. Il y a nécessairement des courants d'air dans un métro, là, mais M. Desrosiers est là, il y a beaucoup depuis de ça, depuis qu'ils ont installé des grilles un peu partout, là. En fait, les courants d'air, il y en a tout le temps eu dans le métro. Non, mais là, il y en a beaucoup. Là, en fait, c'est que vous vous trouvez probablement entre la grille et l'entrée du tunnel. Non, c'est quand on rentre, quand on sort. Je vais peut-être finir mon explication. C'est quand les trains bougent, ils tirent de l'air avec eux. La façon d'éliminer ça, c'est de faire des cheminées à l'extérieur de la station qui vont directement en tunnel. Ça élimine les courants d'air, mais ça coûte des centaines de millions. C'est un peu le problème qu'on a. Pourquoi on fait des courants d'air en station aussi? Ça aide à refroidir les stations pour que l'été ne fasse pas trop chaud. On a plusieurs plaintes où, durant l'été, les gens se plaignent de chaleur excessive dans le métro. En faisant des courants d'air, surtout en début d'année, ça abaisse la température du mur, ça garde la température plus confortable. Il n'y a pas de solution magique là-dedans. On essaie de passer les grilles le mieux possible, mais oui, c'est évident, il y a des courants d'air dans le métro. Mais ça nous crée des rhumes, par exemple. Écoutez, vous avez une deuxième question? Quand on descend quand les portes sont ouvertes en haut et tout. Vous avez une deuxième question? Oui, concernant les voitures Azur, parce que là, j'ai appris que ça va être sur la ligne orange. On va être les premiers cobayes avec ces nouvelles voitures Azur, là, les nouveaux métros. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup de sièges à l'intérieur, et comme j'ai vu des films français avec des scènes tournées dans le métro de Paris, il y a plein de sièges dans les métros de Paris. Pourquoi il n'y a pas autant de sièges dans les métros de Montréal? Est-ce qu'on pourrait en rajouter une cinquantaine, là, au moins, là, tu sais? Je sais qu'il faut qu'il faut garder de la place pour les petits sièges roulants, pour les vélos, pour ceux-ci, pour ceux-là, mais il n'y a plus de sièges pour nous autres. Alors, est-ce qu'il y a moyen? Il y a certainement moyen de rajouter 6 sièges par wagon, ce qui fait 54 sièges pour une rame complète. Écoutez, je vais laisser M. Desrosiers répondre parce que c'est... je connais bien de la voiture Azur. Le nombre de sièges par mètre carré, il n'y en a pas plus à Paris. Ce qui est un peu trompeur, c'est que la voiture qu'on a beaucoup montrée actuellement, c'est la voiture de tête, qui est un peu plus courte parce qu'il y a une loge de conduite que les autres et qui a les 2 espaces pour les chaises roulantes, ce qu'il n'y a pas dans les autres voitures. Le nombre de sièges total dans le train, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a aujourd'hui, hormis la voiture de tête, parce qu'il y a des endroits pour les chaises roulantes qu'on n'avait pas aujourd'hui, qui sont beaucoup plus sécuritaires. Mais inquiétez-vous pas, puis moi, je dirais plutôt que vous êtes parmi les chanceux, c'est la ligne orange de l'avoir. Il n'y a pas moyen de trouver de l'espace pour en rajouter quand même. Il n'y a pas d'espace pour ajouter de sièges. Oui, c'est ça. Parce que là, on va être debout souvent. Là. Pas plus qu'aujourd'hui. Oui, mais comme maintenant, ils sont ouverts complètement. Il y a de la place, là. Ils sont ouverts maintenant. Il n'y a plus de parois entre chaque voiture. Là. Vous le prenez à Jean Talon, où il y a des chances, il y a plus de chances d'être assis que pour d'autres. Merci, M. Bauer. Merci. Concernant les odeurs au métro Beaubien, ça s'est un peu arrangé, oui, un peu. Arrangé. Mais maintenant, c'est Laurier et puis Rosemont qu'on a ce problème. Ça doit être à cause des courants d'air. Je vous remercie. Madame Tob. Bonne soirée. Bonne soirée. Madame Françoise Tob, bonsoir. Bonsoir. Ma première question, c'est concernant les voitures MV1. Je sais comment elles s'appellent maintenant parce que Marie m'a dit ça tout à l'heure. Alors, quand on est en quadriporteur, c'est impossible de mettre les pieds par terre pour transférer. Alors, la première fois, on m'a dit que c'était à l'essai et que probablement la valise serait réduite pour qu'il y ait plus d'espace. Mais c'est toujours pas fait. Alors... Là, vous parlez de quel véhicule? Les MV1. MVR? Mario, peut-être au courant, là. Oui, moi, je ne connais pas ça. Oui, bonjour, Mario Gagnon, directeur de transport adapté. Effectivement, le MV1 est un véhicule, nouveau véhicule taxi qui est universellement, ils disent universellement accessible, bâti en usine. On a fait des tests l'année passée avec 2 véhicules à Montréal. Vous avez raison, on avait pris un. Et nous, on a fait des recommandations aux manufacturiers par rapport à ce véhicule-là. Le milieu associatif a fait aussi des demandes de modification au véhicule. Et juste pour vous dire que la STM, nous, là-dedans, on n'a été que le coordonnateur d'une étude de projet pilote pour l'essayer. C'est un véhicule que nous, on a effectivement dit qu'on pouvait l'accepter pour l'instant, mais tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas des modifications faites selon nos recommandations et ceux du milieu associatif, que ça serait difficile de les avoir. Pour l'instant, à Montréal, il y en a seulement 2. Compte tenu que les chauffeurs avaient dû les acheter
pour devoir faire des tests, bien là, vous comprenez que les gens peuvent continuer à faire du transport adapté. C'est un gros investissement. Ce que j'aimerais, c'est que les personnes comme moi qui ont un quadriporteur, on n'ait pas ce genre de véhicule parce que ça devient très compliqué. On ne peut pas embarquer, on ne peut pas débarquer. Il faut que ça soit, on embarque, il faut que ce soit le chauffeur qui l'enlève pour qu'on puisse s'asseoir. Et la même chose pour descendre. C'est un peu compliqué. Merci. Je comprends que ça commence à être du cas par cas. Si vous pouvez, M. Drolet, qui est en arrière, pourrait peut-être vous rencontrer, vous connaissez, et on peut-être voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette situation-là pour vous. Okay? Pour moi et pour d'autres, je ne suis pas la seule en quadriporteur à prendre. Si on a juste deux, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est plate. Vous avez une deuxième question? Oui, c'est concernant l'annulation des retours interrives qu'on ne peut pas faire par automatique. Il faut passer par un préposé. Et on se fait dire... il y a trop d'appels, rappelez plus tard, c'est pas toujours facile. Je vous laisse répondre encore, M. Gagnon. Oui, bonjour. Effectivement, les interrives, ça ne peut pas fonctionner par Internet parce qu'il pourrait arriver que les interrives, on fasse affaire avec d'autres sociétés pour faire des transferts. Alors, c'est sûr que nous, on se doit de contrôler manuellement nous-mêmes l'information pour être en mesure de faire les réservations et surtout les annulations parce que là, ça incite des fois, ça implique d'autres sociétés et pas seulement nous. Je ne parlais pas par Internet parce que je ne fonctionne pas par Internet, mais juste par automatique. Il faut passer par... Internet et automatique, c'est la même chose, c'est la même solution parce qu'il faut que nous, on fasse des interventions manuelles et on téléphone aux autres parce que ça implique d'autres sociétés. OK, je comprends. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci. Alors, j'invite M. Jean-Marc Simard maintenant. Bonsoir. Bonsoir, M. le Président, M. Desrosiers, membre du Conseil. Ma question porte sur la probité et l'éthique en matière d'attribution des contrats à la STM. Et je m'explique. Je suis un entrepreneur en sous-œuvre, principalement dans le nettoyage et l'application d'anti-graffiti. Alors, il y a un dictat qui s'est imposé à la STM depuis plusieurs années à l'effet qu'il y a un seul et unique produit qui s'adonne à être l'importateur, le distributeur et l'applicateur du dit produit en question. Il y a quelques années, à travers un général qui s'appelle Axiom, qui était très, très heureux des travaux qu'on a faits parce qu'on a eu l'occasion de travailler dans 4 ou 5 métros pour Axiom Construction. Il a défié le dictat de la STM et à la suite d'un appel que j'avais fait à un responsable d'exploitation à l'STM, il avait obligé ce monsieur à nous vendre le produit. Il avait obligé ce monsieur à nous vendre le produit de façon à ce qu'on puisse l'appliquer, mais il refuse systématiquement de nous vendre le produit et de nous permettre de l'appliquer et de donner il refuse de donner une garantie en même temps. Ça nous met... Là, je viens de comprendre qu'il y avait le métro Angrignon sur lequel j'étais le plus bas soumissionnaire en sous-œuvre pour un entrepreneur et il a été obligé de décliner ma soumission parce que le monsieur en question a exercé des pressions pour que ce soit sa soumission, qui est beaucoup plus onéreuse que la mienne, parce que lui n'allait pas donner la garantie exigée par la STM. La STM mentionne sur les appels d'offres ou l'équivalent, mais dans les faits, il n'accepte jamais d'équivalent, alors qu'il y a des équivalents sur le marché. Il n'y a pas un seul produit, il y a des dizaines de produits. Et pour la STM, compte tenu des sommes que vous versez en préparation de surface, et en application d'anti-graffiti, on ne parle pas de dizaines de milliers de dollars, on parle de centaines de milliers de dollars. Là, autant en entretien que dans la réflexion des édicules que vous faites depuis plusieurs années. Et ça vous coûte une fortune en surplus à cause de ce dictat qui est imposé par ce monsieur qui a réussi à s'intégrer dans la STM comme seul et unique fournisseur d'un produit anti-graffiti. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que la STM compte faire pour régler ce genre de dictat. Bien, écoutez, là, je prends connaissance de ce dont vous me parlez. Je n'ai pas d'informations supplémentaires à cet égard-là. Je pense je prends ça en note. Je vais faire des vérifications, puis je pourrai vous revenir. J'ai vos coordonnées, je crois, oui. Alors, je pourrais quelqu'un vous rappellera là, pour vous donner des explications. Je remercie le président et mes membres du conseil. Monsieur Craig Sauvé, maintenant. Bonsoir. Bonsoir, chers conseillers. Aujourd'hui, c'est une grande journée de budget. Vous avez mentionné un petit peu vos premières réactions au budget du gouvernement, du nouvel gouvernement. On lance des signaux très forts qu'on va faire face à des coupeurs, un régime de minceur. On parle de l'austérité.
On parle également à Montréal. Il va falloir faire des coupes, des réductions. L'austérité à Montréal aussi. Je sais qu'il y a des fonds, une légère croissance dans les fonds de l'infrastructure. Et il y a quand même un plan d'infrastructure du Québec, le QEP, qui prévoit 7,6 milliards de dollars en transport commun pour tout le Québec. Je me demandais juste comment vous sentiez le STM envers ces potentiels régimes d'austérité pour votre financement. Parce que, comme vous savez, Projet Montréal va vous backer à 100% pour chercher plus de financement, nous croyons, dans le transport en commun. Donc, comment vous vous sentez par rapport à ça? Vous avez mentionné qu'il y a des coupeurs dans le transport adapté, mais c'est pas trop pire pour les actifs. Est-ce que vous pouvez juste élaborer un petit peu plus? En gros, je l'ai dit tout à l'heure, on se réjouit de voir que le milliard qui avait été mis de côté pour financer le maintien des actifs est toujours existant, parce que vous connaissez les besoins, on l'a exprimé depuis plusieurs années, nos besoins en termes de maintien des actifs. Cela dit, ce milliard-là qui vient du gouvernement du Québec constitue 75 des sommes nécessaires. Il y a un 25 qui reste à financer. Et à cet égard-là, il y a beaucoup de travail à faire encore pour déterminer comment cette somme-là sera générée. On a des discussions sur des sources de revenus différentes. Il y a une réflexion sur une nouvelle structure de gouvernance métropolitaine. Donc, ces montants-là, c'est clair qu'ils ne sont pas disponibles, on ne les a pas, et il faut trouver des façons de les générer. On en est là pas mal dans la réflexion. Autrement, on a des défis à affronter dans le cadre du budget de 2014. Vous savez, on avait un manque à gagner de 20 millions. Alors encore là, il y a du travail à faire pour tenter de boucler le budget. On est à peu près à la mi-année, là. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour trouver des solutions de ce côté-là. Donc, effectivement, tous les appuis qu'on pourra trouver sont les bienvenus. On travaille tous dans la même direction, dans le sens du maintien du transport collectif, et on est tous en faveur du transport collectif, tous conscients de la nécessité de maintenir la situation actuelle, de maintenir la croissance aussi, idéalement, du réseau. Vous savez que néanmoins, il y a des choses qui s'en viennent. Il y a le train Azur qui va commencer à rouler prochainement. Il y a Ibus qui s'en vient. Donc, il y a des améliorations qui s'en viennent pour la clientèle aussi. Alors, on voudrait que ce soit associé à aussi des bonifications du service dans la mesure du possible. Bonsoir. Bonsoir, M. Sauvé. Comme plusieurs collègues ont dit au conseil municipal, la solution à la consolidation et puis l'expansion de transport en commun, la croissance de transport en commun est à l'extérieur de la capacité des payeurs actuels de régler, c'est-à-dire les usagers, l'agglomération, se prendre une source bien identifiée, une source dédiée, récurrente et indexée. Et ça, c'est le défi pour le gouvernement. Monsieur le Président a mentionné le 1 milliard de dollars qui est maintenu, mais ça, c'est investissement et maintien des infrastructures, et c'est règle la situation long terme, le rôle long terme de transport en commun ici à Montréal et ailleurs en Québec. Donc, les deux gouvernements supérieurs doivent identifier ces sources. Ça peut être une gamme des mesures, ça peut être une mesure, mais ce qu'on manque actuellement est un plan long terme qui dit, bon, soit c'est une taxe de l'essence, soit c'est une taxe de stationnement, un mélange des deux, quelque chose autre, mais ça doit être identifié dans le court terme, et il faut vraiment légiférer pour assurer que l'argent vienne, pas seulement pour payer pour le renouvellement des équipements, mais pour développer le réseau aussi. Donc, pour se dire, à court terme, le budget, vous n'êtes pas inquiet, mais il faut trouver d'autres sources de financement. Le maire Coderre a évoqué la notion d'une société de transport métropolitaine. Ça veut dire pour vous aider à développer, vous aurez plus de pouvoir dans ce sens-là. Il y a peut-être potentiellement un statut de Montréal. Comment est-ce que vous réagissez à ce propos de créer une société de transport métropolitaine? Bien, écoutez, c'est des hypothèses pour le moment. Ce qui est clair pour nous, c'est que quelle que soit la structure, les besoins financiers vont être encore là. Si l'AMT n'existe plus dans 10 ans, bien, le train de banlieue aura toujours des déficits d'exploitation qu'il va falloir combler. Ce n'est pas parce qu'on créerait une société de transport métropolitaine qu'on ferait disparaître les besoins financiers. Ça peut être un levier, par exemple, ça pour peut des permettre de taxes faire, avec ça peut banlieues, permettre de faire certaines interactions, certaines synergies, mais les besoins de maintien des infrastructures qui sont très identifiés, très bien identifiés par les experts de la STM sont là.
On les voit, on les constate régulièrement. Et encore ce matin ou hier soir, il y a eu un arrêt de service causé par une panne de train à MR63. C'est pas pour rien qu'on remplace les trains. Mais quand les trains, on va les remplacer, il faut commencer à les payer. Il y a eu ce matin un problème d'une pompe dans un tunnel. C'est des choses comme ça qui s'accumulent. Et quand on fait la liste de tout ça, bien, on arrive à un déficit d'entretien de 3 milliards de dollars qu'on veut combler. Mais il faut regarder loin, puis il faut regarder loin, sachant qu'il y a des sommes qui vont être associées pour financer tout ça. Je vous l'ai dit, il y a des milliards que le gouvernement du Québec est prêt à consacrer à ça pour le cours des prochaines années. Il faut trouver des manières de financer notre 25 C'est des défis très importants qui sont devant nous et qu'il faut trouver une solution à ça à très court terme. On travaille là-dessus. Je vous en donne l'assurance. Merci. Merci. Monsieur Mathieu Jelly, maintenant. Bonsoir. Je suis désolé, je me suis pas habillé propre, je suis désolé. Ah ben c'est correct, je peux vous passer une cravate si vous voulez. Je viens vous parler du bruit fait par les autobus de la ligne 67 spécifiquement. C'est où cette ligne-là, juste pour... La ligne 67 part du métro Joliette jusqu'au métro Saint-Michel. OK. À la hauteur dont je vous parle, c'est vraiment au début de la ligne, c'est entre Hochelaga et Sherbrooke. À ce moment-là, à cet endroit-là, la rue s'appelle Davidson et non pas Saint-Michel, mais c'est la même rue, c'est juste un changement de nom. La rue est en pente très, très sévère. Je ne me souviens plus de la dénivellation exacte, mais c'est de toutes les rues parallèles dans le coin, c'est celle qui a la plus grande pente. D'autant plus qu'à peu près la moitié de la rue n'a aucune pente. La pente est sur la deuxième moitié, si bien que lorsque les autobus passent, je ne sais pas s'ils downgrade ou qu'est-ce qu'ils font exactement, mais... C'est quand ils descendent. Non, quand ils montent. Quand ils montent, okay. Quand ils montent, oui, mais peut-être qu'ils changent de vitesse pour... je ne sais pas comment fonctionne la mécanique. Je peux juste dire que le bruit que font les autobus quand ils sont devant mon immeuble, c'est très, très, très bruyant. Oui, quand même, oui. Oui, les autobus passent très, très souvent. Donc, je me suis informé au sujet de est-ce que ça peut être détourné la ligne peut être détournée sur des rues plus passantes. Non, OK, c'est beau, il n'y a pas de problème. Mais là, je viens voir pour voir est-ce qu'il y a d'autres solutions. Exemple, est-ce qu'on pourrait, lorsque des autobus électriques vont exister, lorsque des trolleybus vont exister, est-ce que ça pourrait être... je parle de cette ligne-là parce que je la connais, mais il y en a peut-être d'autres aussi où le fait que la côte soit élevée, c'est extrêmement bruyant pour les résidents. Donc, c'est ça, c'est juste pour attirer votre attention sur le bruit à cet endroit-là, entre la moitié en fait, dans la deuxième moitié entre Hochelaga et Écoutez, on prend ça en considération. Vous savez que l'électrification des transports, c'est un projet à moyen terme. Ce n'est pas avant 2025 qu'on prévoit commencer à acheter des bus propulsés à l'électricité. Je ne peux pas vous dire qu'on priorisera votre côte en 2025, mais on prend ça en considération. Puis si jamais on trouve des solutions, on pourra les évaluer. Monsieur Desrosiers? Entre-temps, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les prochains bus qu'on commande sont hybrides. Okay. L'hybride, à cause du moteur électrique, puis éventuellement, ils sont rechargeables, force beaucoup moins en côte parce que le moteur électrique l'aide. Ça devrait atténuer pas mal. Ça, c'est avant 2025. Ça s'en vient. Les prochains viennent comme ça. Ils seront pas, on ne peut pas les dédier à une ligne, évidemment. Okay. Moi, je demeure en face d'un arrêt d'autobus, faut que je vois bien la différence entre les deux. OK. 67, c'est des autobus articulés. Donc, L'autre coup après. Ça va venir un jour. Ouais. Soyez patient. Mais au point, on prend ça qu'on... Mais s'il y a d'autres... Là, je parlais de trolleybus ou d'autobus électriques, ou peu importe, mais s'il y a d'autres technologies... Trolleybus, la première rue où il y aurait des trolleybus serait Saint-Michel. C'est le tracé qu'on a étudié. C'est le premier tracé. Merveilleux. Les chances que ça se réalise. Mais est-ce qu'il y a un moyen, en réduisant la vitesse à cette deuxième... Je ne sais pas s'il y a d'autres mesures. La transmission est automatique, c'est contrôlé par ordinateur. C'est pas simple. On va quand même porter attention. C'est beau. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Monsieur Jean-Yves Gagné. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Pardon? Est-ce que vous avez 65 ans? Oui, monsieur. C'est fait. Je suis venu ici le mois passé parce que j'étais pour avoir 65 ans. J'avais deux problèmes. Un problème, le premier problème, vous m'avez dit non, ça a été réglé. On a réglé le problème que vous... Vous l'avez réglé, alors que vous m'aviez dit non, ça a été réglé. Félicitations, merci beaucoup. Deuxième problème, on m'a dit oui, c'est non. Alors, je m'explique. Expliquez-moi, là. Je m'explique. D'abord, on va commencer avec les fleurs. On va commencer avec les fleurs, d'abord.
Le premier problème, c'est que depuis 15 ans, je paye une carte Opus, autrefois une carte CAM, avec ma carte de crédit. Et tous les mois, je m'en occupe jamais. Elle est toujours pleine. Parce que j'avais une carte à tarif réduit, le contrat de Telmatic ne permet pas à Telmatic de continuer. Et à ce moment-là, vous m'avez dit non. J'ai dit, voyons, tout contrat, ça manque quand les deux parties. Maître Tremblay a dit pas toujours. Ça manque, ça a l'air, parce qu'ils l'ont fait. Sauf qu'ils m'ont dit que c'est une tentative pour 1 an. Mais ils l'ont fait quand même. Alors, le problème est, à tout fait pratique, quasiment réglé. Deuxième problème, là, c'est autre chose. Comme client fidèle de la STM depuis 15 ans, j'ai bénéficié de certains privilèges de fidélisation. 1, la carte Opus gratis. 2, 1 mois gratuit au mois d'août chaque année. 3, gel du tarif depuis 2012. Mais je comprends tout ça, mais on vous avait dit qu'on pouvait vous proposer de participer au projet pilote de recharge à distance. Oui, c'était l'autre problème, ça. Oui, mais ça, c'est le premier problème. Mais le premier problème, il est réglé d'une autre manière. Il est réglé de la manière raisonnable, à savoir que je vais continuer de payer avec ma carte de crédit. Le deuxième problème, c'est mes 3 privilèges. On m'a dit, oui, je vais les garder. Réponse, non. Je vous lis ici une lettre de Mme Nathalie Pomerleau, qui est l'adjointe de Mme Vaillancourt. Tel qu'il a discuté la semaine dernière, je vous rappelle que les titres de transport à tarif réduit ne sont pas admissibles aux promotions du ministère des Transports du Québec, ni à toute autre offre promotionnelle. Votre abonnement ne comportera donc pas le mois gratuit ou le gel tarifaire au taux d'une année antérieure. Toute entreprise sérieuse a un programme de fidélisation aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi, parce que j'ai 65 ans, que je perds tous mes privilèges de fidélisation. Vous devriez voir à ce que soit le programme du ministère des Transports du Québec soit modifié en conséquence pour qu'on puisse conserver nos privilèges, ou ben non, instaurer vous-même un système. Bon, écoutez, vous savez que il y a des règles qui sont établies par le ministère des Transports. Ah, je sais tout ça. D'autre part, d'assumer nous-mêmes les coûts de ces privilèges-là. Vous connaissez la situation budgétaire de la STM, c'est des choses auxquelles on n'est pas dit, le mois passé, M. Snob, vous étiez là, on m'a dit que je ne perdrais pas mes privilèges. On m'a dit ça ici. C'est pas vrai. Écoutez, c'est pas mon souvenir, c'est pas dans les... Ben voyons donc, j'étais là. Je veux pas qu'on s'obstine là-dessus, là, écoutez. In English. It's a bit of a stretch. Pardon? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à traduire tout ça? Non, Ce qui demande, c'est un bit of a stretch. Je comprends. Oui, je pense que vous êtes en train de négocier avec nous autres en public. OK. Je vais vous donner un bon exemple, là. Cette année, en 2014, j'ai passé 2 semaines à Cuba. J'ai passé 1 semaine ou 2 dans les Laurentides. Je garde ma carte 12 mois par année, pareil. Dans le fond, je vais être 1 mois sans m'en servir. Alors, qu'on me donne un mois gratis, c'est pas si mauvais que ça. Mais écoutez, c'est une situation... Toute entreprise sérieuse a un programme de fidélisation. Là, je suis dans la même position que quelqu'un qui commence à 0 aujourd'hui. Regardez, Vous avez le tarif réduit que vous n'avez pas eu le mois dernier. Ah, c'est sûr. Sauf que je suis dans la même position qu'une autre personne qui vient d'avoir 65, qui a 65 ans et qui commence à s'abonner. Alors que ça fait 15 ans que je fais ma carte 12 mois par année, écoutez, même quand je suis en vacances. On vous a expliqué le mois dernier, puis on vous l'explique encore, que le ministère des Transports a des règles, puis ces règles-là sont applicables à tous les programmes du genre à travers les sociétés de transport. Les règles, ça se modifie. Comme les contrats, ça se modifie. Elle m'a dit non, pas toujours, l'autre jour. Écoutez, on prend votre commentaire en note. Et si jamais il y a une ouverture quelque part pour discuter de bonification, on pourra mettre ça sur la table, mais pour l'instant, vous connaissez les règles et vont continuer à s'appliquer comme ça. Monsieur le Président, il n'y a pas de raison que parce que j'ai 65 ans, je perds mes privilèges. Bon, écoutez, on prend ça en note. Merci. Bonsoir. Alors, ça met fin à la période des questions.
On va passer maintenant à l'ordre du jour de l'Assemblée d'aujourd'hui. Alors, j'appelle l'article 1 de l'ordre du jour. En retirant l'article 14.4. Proposé par? Oui. Appuyé par? Alors, l'article 1 est adopté. J'appelle maintenant l'article 2. Approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société, tenu le 7 mai 2014. Proposé par? Appuyé. L'article 2 est adopté. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 3 de 3.1 à 3.4. 3.1. Adjuger un contrat à Lifto, Camion industriel Yale, Équipement Johnson et Bobcat de Joliette pour l'acquisition de chariots élévateurs et de petits véhicules utilitaires pour le déneigement. 3.2. Adjuger un contrat à Crevier Lubrifiant pour la fourniture d'huile synthétique pour pont moteur Durand. 3.3. Autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire des contrats de BDI Canada, Prévost, Division Groupe Volvo, Motion Industries, ABC Baker Transit Parts, Wajak Composante Industrielle et Réseau CB pour la fourniture de roulements et manchons. 3.4. Accepter et autoriser la cession par Acier Ouellette à 881 3957 Canada Inc. pour la fourniture de métaux ferreux et non ferreux. Je seconde. Alors, les articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 sont adoptés. Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 4 de 4.1 à 4.5. 4.1. Exercer l'option de renouvellement du contrat pour l'entente de service avec SSP Télécom pour le système d'exploitation de téléphonie. 4.2. Exercer l'option de renouvellement du contrat de service de nid récupération pour la collecte et le transport de multimatières recyclables et de pneus de métro hors d'usage. 4.3. Exercer l'option de renouvellement du contrat de service de Veolia pour la collecte, le transport et le recyclage des huiles usées, eau huileuse, filtres à l'huile contaminée et lubrifiants en aérosol. 4.4. Adjuger un contrat à couverture Montréal-Nord pour la réfection de la toiture à la tour GR. Et 4.5. Adjuger un contrat à Procova pour des travaux au laboratoire du 2000 rue Berry. Proposé par? M. Rotran, appuyé par Mme Turcotte. J'ai alors les articles 4.1 à 4.5 sont adoptés. J'appelle les articles 4.6 et 4.7. 4.6. Adjuger un contrat à SMI Scaram Service pour la réfection de dalles, caniveaux et puiseurs au centre de transport Mont-Royal. 4.7. Octroyer un contrat à Xerox Business Solutions pour l'acquisition de biens et services pour le système de vente et perception. Les articles 4.6 et 4.7 sont adoptés. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 5, 5.1 à 5.5. 5.1. Exercer l'option de renouvellement des contrats de services spécialisés en technologie de l'information de conseiller en gestion et informatique CGI, le groupe Créatech, groupe conseil FX Innovation, DMR, Révolution Linux, Savoir-faire Linux. 5.2. Exercer l'option de renouvellement des contrats de services spécialisés en technologie de l'information de conseiller en gestion et informatique CGI, groupe Sapergy Consultation, Cofomo et GFI Solutions d'affaires. 5.3. Exercer l'option de renouvellement des contrats de services spécialisés en technologie de l'information de conseiller en gestion et informatique CGI, groupe Créatech, Okiok Data, Bell Canada et Savoir-faire Linux. 5.4. Exercer l'option de renouvellement du contrat de service spécialisé en technologie de l'information de groupe Créatech. 5.5. Adjuger un contrat de service à Société Conseil groupe LGS pour la confection de trousses pour le projet Migration Windows et Office et exercer les options pour trousses supplémentaires. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 sont adoptés. Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 6, 6.1 et 6.2. 6.1. Adjuger un contrat à construction Arcade pour divers travaux d'architecture, de structure, de mécanique et d'électricité. 6.2. Autoriser des modifications au contrat de consortium Bombardier Alstom pour la fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro. Je propose. Les articles 6.1 et 6.2 sont adoptés.
Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 9, 9.1 et 9.2. 9.1. Adjuger un contrat à entreprise J. Picconi pour la réfection de la membrane de la station Jean-Drapeau. 9.2. Adjuger un contrat à construction Camvi pour les travaux d'injection. Je propose. Les articles 9.1 et 9.2 sont adoptés. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 12, 12.1 et 12.2. 12.1. Octroyer un contrat pour la location d'un espace à la compagnie de déménagement et de transport Lit-Paris. 12.2. Autoriser une modification à l'entente de rétrocession du contrat de cession des biens relatifs au prolongement du métro vers le territoire de la Ville de Laval avec l'AMT. Les articles 12.1 et 12.2 sont adoptés. Maintenant, j'appelle l'article de la rubrique 13, 13.1. 13.1. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour l'évaluation des risques électriques permanents. Je propose. J'appuie. L'article 13.1 est adopté. Maintenant, dans la rubrique 14, 14.1 à 14.3. 14.1. Acquérir par expropriation ou de gré à gré un immeuble et obtenir un permis d'occupation du domaine public. 14.2. Adjuger un contrat à SSQ Groupe financier pour les régimes collectifs d'assurance des employés non syndiqués de la STM et employés de la STM, membres du syndicat des professionnels de la STM. 14.3. Prendre acte du dépôt du rapport d'activité 2013. Les articles 14.1, 14.2 et 14.3 sont adoptés. Alors, ça met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration du 4 juin 2014. Merci de votre présence et on se retrouvera en juillet. Merci.